Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de regarder Vox Africa et bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Plus du MAG. Une édition que nous réservons une fois de plus à l'agriculture. Voilà, l'agriculture est présentée comme étant la voie par laquelle passera le développement de l'Afrique. Or, qui parle d'agriculture parle de financement. Et justement, le financement représente aujourd'hui le ventre mou de l'agriculture africaine. Des initiatives sont mises sur pied par des États et même par des organismes internationaux. Seulement et malheureusement, ces initiatives ne portent pas toujours les fruits au niveau du petit paysan. Qu'est-ce qui fait problème? Quel est l'état exact de financement de l'agriculture africaine et quelles sont les pistes sur lesquelles on peut évoluer pour pouvoir trouver une solution? Des pistes de réponse dans ce reportage signé de la rédaction de Vox Africa. La faim comme l'amour, c'est le ferment de la vie. Le premier mouvement de l'être est d'en chercher lui-même la satisfaction. Mais heureusement, il y a plus de sauve qui peut dans le monde d'aujourd'hui. L'homme a pris conscience de sa dimension planétaire. Contre ou avec son gré, le solitaire devient solidaire, car la famine des uns peut être l'annonce de la famine de tous. Telle est l'idée maîtresse qui gouverne les initiatives communes à l'instar des Assises mondiales du financement rural et agricole qui se sont tenues en leur 5e session à Dakar au Sénégal du 24 au 25 novembre 2016 organisée par la FRACA. La déclinaison du motif des assises est faite ici par Prassoun Das, secrétaire général de la FRACA, la réplique asiatique de la FRACA. All the RACAs together, we meet triannually, it's a World Congress where the RACAs come together, the Rural Agricultural Credit Association from all the 5 continents. We come together to share the experiences from the 5 continents in rural and agricultural finances. So we try to learn from each other, and this is the platform where we showcase our experiences from from our experience from Asia Pacific. We will be showcasing it in all the 5 panels we have in this World Congress. L'Association africaine pour le crédit rural et agricole, fondée en 1977 avec d'autres institutions similaires à travers le monde comme l'avocat et coordinateur du financement rural et agricole dans leurs régions respectives. Il s'agit plus concrètement, spécifiquement de la FRACA, d'un réseau panafricain d'institutions financières et non financières qui sont impliquées dans la promotion de l'inclusion financière rurale et agricole, ciblant en particulier les communautés au bas de la pyramide. C'est ainsi que 3 ans après le congrès de Paris, pour les 4e assises, ce grand rassemblement itinérant de continent en continent a fait escale en terre africaine, mobilisant pas moins de 60 nationalités de tous les continents. D'emblée, du goût de certains, cette rencontre africaine aura été un précédent. This is one of the most informative conferences I've ever attended, where the role of agriculture and economic development of each country was really brought to the fore, especially where food security is concerned. Le ventre mou de la question agricole est indiscutablement son financement. L'agriculture représente 30% du PIB et les 3/4 de l'emploi en Afrique subsaharienne. À l'échelle planétaire, 78% de pauvres vivent en zone rurale et leur suivi dépend en partie de l'activité agricole. Pourtant, 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux services financiers. Placé sous le thème « Contribution des filières agricoles et agroalimentaires au développement durable, quel rôle pour la finance agricole et rurale ?», la rencontre de Dakar visait principalement le partage d'expériences, le partage de bonnes pratiques selon l'expression consacrée, mais aussi à charrier les attentes et les aperceptions variées. Les questions préalables, c'est le regard de la société non agricole aux agriculteurs. C'est-à-dire les intellectuels, les commerçants, etc. Ils regardent les paysans comme, des gens d'à côté. On dit que ce sont des petits agriculteurs, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ne sont pas bien équipés, ils mangent seulement, ils cultivent pour manger. Donc il n'y a pas un esprit de reconnaissance et de respect
Et ça, comment voulez-vous que je puisse être en discussion avec vous ou en partenariat si vous ne me reconnaissez pas? Ça, c'est important. Deuxièmement, les agriculteurs ont beaucoup travaillé. Ils ont envoyé leurs enfants à l'école en espérant qu'ils vont, après les études, participer au bien-être rural. Alors, malheureusement, ceux-ci sont convaincus que les paysans, c'est vraiment... Il faut qu'ils soient comme les agriculteurs européens. Tu vois? Donc, on a beaucoup de PhD, beaucoup de docteurs, mais on ne les sent pas leur implication à travers les recherches, etc., pour faire avancer l'Afrique pour les Africains. We, as a continent, we must develop the lot of the rural farmer, because it is in the rural farmer that the well-being of our people is centered. It is the rural farmer that will supply food for food security for any country, irrespective of where in the continent. They may be smallholders, but that little they can supply in a group shall surely satisfy the nation, and there could be a surplus to be exported to other countries within Africa or even outside the world. La révolution mentale aura certainement cours, mais même lorsque la notoriété de l'agriculteur africain aura été établie, se posera encore avec plus d'acuité la question cruciale de l'accès de ce dernier au financement. Et cette question n'épargne aucune partie du monde, même pas des pays comme la France réputés logés en bonne enseigne. Alors, il y a aussi des problèmes de financement quand les revenus sont très bas parce qu'il est beaucoup endetté aujourd'hui et donc forcément ça pèse sur sa trésorerie, ça pèse sur son compte de résultat et c'est pour ça qu'aujourd'hui avec le gouvernement français, moi en tant que président de la FNSEA, je négocie un certain nombre de conditions pour refinancer une partie de l'agriculture française parce que malheureusement des agriculteurs sont au bout, ils ne peuvent plus assumer aujourd'hui leurs propres charges. Alors, comment résoudre le problème? Ou plutôt, comment lever les hypothèques qui entravent le financement de l'agriculture? Car, en effet, le financement en lui-même sur le principe met tout le monde d'accord. Il est un truisme que l'agriculture est un investissement qui commande un capital. Mais ce capital, d'où doit-il provenir? N'oublions pas que la plupart des banques et des établissements de microfinance ont l'habitude de fuir le milieu rural parce que considérant que les coûts de transaction sont très élevés et ce secteur est qualifié souvent de très risqué. Alors il faut donc apporter des produits fiables, adaptés aux besoins de ceux-là qui sont exclus du système bancaire classique. Ces caisses donc, auxquelles les populations adhèrent, elles sont considérées à la fois comme propriétaires et clients de ces caisses. Parce que quand ces caisses font des crédits aux populations, en retour, ces populations remboursent le crédit avec un intérêt. Cet intérêt est encore ristourné aux populations sous forme comme de dividendes pour leur participation au capital. Là encore, tout le monde semble être d'accord. Il faut apporter des produits fiables. Mais comment? Là se trouve la justification fondamentale et essentielle du partage des bonnes pratiques. L'expérience du programme BRAC, né au Bangladesh et répandu dans plusieurs autres pays, présenté lors des assises par son promoteur Sirajun Islam, en est une illustration. It is also one of the biggest, the microcredit operating institute in Bangladesh. The microcredit came from this country. Professor Yunus, he was the Nobel laureate. So it is his idea. And also, the BRAC is dominantly, having this, the microcredit program in Bangladesh. And that is one part, to help the poor people. But other, the credit program like, the Tenant Farmers Development Program, we have second crop diversification program. With the government, the partnerships, we have this type of, the financial program exclusively for the the farmers to develop them. And we found that these are the, the methodology. If you perfectly, operate, the livelihood of the farmers will improve. And we are demonstrating this. And we came here to this Congress to share our experience so that many of these, the findings can be applicable to other countries, especially in the Africa.
Justement, l'Afrique fait face à d'énormes difficultés d'ordre structurel quand bien même des solutions existent. Les populations qui viennent confier à leur caisse leur épargne déposent donc comme de l'argent qui est exigible immédiatement. Donc c'est des fonds exigibles à très court terme. Ceux-là qui viennent solliciter des prêts voudraient payer lentement. Donc voudraient avoir des fonds lents. Mais souvent le défi c'est comment financer des besoins lents avec des fonds courts. C'est pourquoi quand nous participons à des rencontres de ce genre, nous échangeons sur les expériences ou les meilleures pratiques que nous utilisons chacun sur le terrain. So we have come here to get experiences, explain to us, to get ideas from these friends who are here. And those ideas and experiences we will get from this conference. We will go and actualize some which we have not already utilized in our country. What we are coming to do here and to share with people here is knowledge from a global base. Globally, I mean we are able to give them knowledge like there are modern ways of planting cassava using machines like tractors. People don't know that you can plant sugarcane using a tractor like you plant maize. So those are technologies that we have that we are going to share with people here. Number two, we have got ways and means of helping people to mitigate risk in farming. That can be done by predicting and knowing when disease will occur because we have got crop insurance abilities. For example, we are able to tell you within 10 days whether you'll get a good crop of maize or not a good crop of maize. So basically we are going to share knowledge, we are going to help people understand what is a good seed, and most importantly understand why legal regimes, licensing is very important in agriculture. En Afrique australe, notamment au Zimbabwe, la situation n'est guère illusionante. Coming from Zimbabwe, we have a background where the country faces a lot of liquidity challenges. We don't have enough money to finance agriculture, and you find that previously agriculture has been left to the bigger farms and not to the actual rural financing. So I've seen that participating in AFRACA as a bank, we've benefited a lot in that during the many courses and conferences that we've attended, we've actually started financing rural agriculture in Zimbabwe, and we are one of the leading commercial banks actually doing that. Together we work with the Reserve Bank, which is the central bank in Zimbabwe. They are also part of AFRACA. So we've been assisting each other to make sure that we actually manage the challenges of lack of financing for the rural farmers. C'est sans doute pour toutes ces raisons qu'en prélude même aux assises proprement dites, se sont tenus en marche des side events, sortes de rencontres connexes animées par des organismes partenaires à l'AFRACA. L'on notera dans cette veine la réflexion consacrée à la gestion du risque dans le financement agricole par les bons soins de la BAD, la Banque africaine de développement. Quand on parle de la problématique du financement en agriculture, très souvent on se focalise sur le crédit, qui est certes un capital important, mais souvent le crédit, on peut pas, le risque agricole est un risque qui n'est pas aussi, il est un peu particulier. Et donc, l'assurance peut servir déjà à développer le financement de l'agriculture. Mais de deux, il y a une dimension de vulnérabilité des producteurs qui sont exposés, en particulier aujourd'hui, le risque climatique dont on prend de plus en plus compte. Et nous avons entendu parler de tout ce qui est le COP21, COP22. Donc il faut gérer ça parce que les agriculteurs sont très exposés aux problèmes de sécheresse, aux problèmes des inondations et tout ça. Autre assise connexe aura été celle de la Confédération internationale du crédit agricole, plus précisément du réseau mondial des banques du crédit agricole. L'occasion était idoine pour capter au plus près les attentes et les opportunités de s'adapter aux perspectives qu'offre le marché en plein essor du financement agricole. Il ne pouvait y avoir meilleure réponse aux attentes de financement. Les attentes sont importantes et on le comprend parce qu'aucun projet ne peut se réaliser s'il n'y a pas le financement.
De la part des financeurs, il y a aussi des attentes, parce que il y a l'injection d'argent sous différentes formes, que ce soit le crédit direct aux particuliers, la microfinance, le crédit moyen terme et long terme, petites et moyennes entreprises. Donc là, il y a une attente qui se retrouve, et c'est à nous maintenant aussi de mieux la structurer. Et il y a un élément très important qui manque encore aujourd'hui, c'est tout le volet assurantiel. Parce que on sait bien que les conditions climatiques, c'est un nouvel élément qui change aujourd'hui la donne, et que dans les décennies à venir, il y aura des réactions à ce niveau, et on ne peut pas demander aux petits agriculteurs d'investir si on ne peut pas sécuriser quelque part leurs revenus par rapport aux conditions climatiques, aux aléas climatiques. Et je crois que nous sommes en train, et ça sera le thème essentiel, c'est comment conjuguer dans les temps à venir le problème du financement avec le problème de l'assurance. Mais pas de l'assurance par rapport à la finance, le problème de l'assurance par rapport au climat, par rapport à sécuriser les récoltes, de permettre à l'agriculteur d'investir, de rembourser, de réinvestir et d'augmenter progressivement ses volumes de production. Toutefois, ce n'est certainement pas par hasard que le Sénégal s'est proposé d'abriter ses 5e assises mondiales sous couvert de la Caisse nationale du Crédit agricole du Sénégal, membre de la FRACA. L'expérience sénégalaise, en effet, séduit sur la forme par la nomenclature du dispositif de financement et sur le fond par les résultats obtenus et confortés par l'éloquence des chiffres. Car grâce au PRACA, programme de l'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, l'activité agricole nourrit de plus en plus son homme et participe à la prospérité du pays. Le Sénégal, en matière de financement public de l'agriculture, s'érige progressivement en modèle. Les résultats sont très probants. Nous sommes capables de dire aujourd'hui qu'avec ce que nous faisons aujourd'hui au travers des politiques publiques qui sont initiées, nous avons un vrai partenariat avec les pouvoirs publics, avec les différents ministères sectoriels. Nous travaillons pour que les programmes qui sont conduits par le ministère technique soient, dans leur volet financement en tout cas, soient suivis de près et satisfaits par la banque. Évidemment, c'est avec des acteurs aussi, chacun joue son rôle. Nous demandons aussi à nos partenaires producteurs de pouvoir mériter la confiance de la banque, de pouvoir exprimer des besoins solvables et de pouvoir gérer correctement leur exploitation, leur entreprise, pour pouvoir obtenir chaque jour des revenus de nature à leur aider à faire face à leurs engagements financiers. De retour sur ce plateau, nous entamons la deuxième partie de ce programme, une partie interactive avec 4 invités. D'abord, à ma gauche, le docteur Justin Bomda. Bienvenue, vous êtes secrétaire exécutif d'ADAF et de l'association des MC2 MUFA, mais vous êtes aussi enseignant associé des universités, notamment à l'UCAC, à l'université de Yaoundé 2 et à Piquet Focam Institute. Bienvenue. Merci. Okay. En face de vous, vous avez Madame Ban Ikoutou Elissar. Vous êtes vice-présidente de la Chambre d'agriculture du Cameroun, mais aussi chef d'entreprise, notamment Agri-Food and Beverage SA. J'espère que je prononce bien. Très bien. Ok. Bienvenue sur Vox Africa. Merci. En troisième position, vous avez Monsieur Besson Eno-Kenois. Vous êtes portfolio manager à Afriland First Bank. Bienvenue. Merci. Et enfin, Thierry Niamen, un habitué de ce plateau, docteur en mécanisation agricole, mais aussi directeur général et promoteur de Tanti. Oui, c'est un plaisir. Merci. Je vous en prie. Je vais commencer avec vous, Madame Ban. Vous avez regardé le reportage qui est passé sur l'AFRACA, les financements de l'agriculture. Est-ce que vous estimez que c'est une thématique aujourd'hui qui est à l'ordre du jour? Oui, c'est une thématique qui a sa place. En tout cas, dans le contexte camerounais, actuellement, c'est une thématique très, très importante. Et à l'échelle africaine? Évidemment, puisque maintenant les marchés sont liés, hein, on est dans la mondialisation, donc on a des marchés africains et puis on a des marchés vers l'international, donc l'Europe, l'Asie, les États-Unis. Donc tout ça est très important, tout dépend de ce qu'on recherche dans le financement et tout dépend de comment on l'obtient. Et en agriculture, il me semble que le Cameroun, votre pays, dont vous êtes également vice-président de la Chambre d'agriculture, est relativement confronté aux mêmes problèmes que le reste de l'Afrique subsaharienne. Oui, le financement est très complexe. La Chambre d'agriculture, pour ne citer que cet exemple-là, j'ai affaire à des producteurs qui ne sont pas forcément bien formés, qui n'ont pas les capacités
managériale de gérer une coopérative, donc ils peuvent être jugés comme non solvables ou bancables, pour employer le mot des institutions financières que nous rencontrons. Nous avons une catégorie d'opérateurs économiques également qui travaillent dans l'agriculture, elles peuvent avoir accès ou pas, ça dépend des conditions au financement. Le crédit est souvent jugé très onéreux au Cameroun, je dois l'avouer ici. C'est pour ça que beaucoup ont attendu la banque agricole en pensant que ce serait une banque qui verrait le jour avec des taux très bas, c'est-à-dire adaptés aux conditions locales. Il faut savoir que ça coûte très cher de produire au Cameroun, donc du coup on a des difficultés d'accès au financement parce qu'on n'a pas forcément des projets qui sont rentables. Donc ça aussi, c'est des particularités. Maintenant, à la Chambre d'agriculture, nous avons des gros producteurs qui, eux, ont les guichets, qui ont la technicité, qui ont les moyens de leur politique et qui n'ont peut-être pas forcément besoin de la Chambre d'agriculture, qui sont inscrits en tant que grands producteurs. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que nous recevons beaucoup d'informations de programmes et projets qui accompagnent, qui appuient, qui encadrent. Et évidemment, le rôle de la Chambre d'agriculture n'est pas de financer, mais nous essayons de structurer, nous essayons d'accompagner les producteurs vers des filières rentables, des filières porteuses. On essaye de les orienter. Justement. Voilà. Je vais aller avec vous, M. Besson. On parle de l'agriculture, mais le financement bancaire apparaît comme l'un des éléments clés. Oui, justement, en Afrique, on doit se développer. Et qui parle du développement doit parler de l'agriculture. On ne peut pas parler de l'agriculture sans parler du financement. Parce que pour investir, il faut le financement. Pour faire fonctionner l'entreprise, l'entreprise agricole, il faut le financement. Donc je pense que c'est un aspect très très important qu'il faut en discuter. Justement, et c'est justement ce pourquoi nous sommes là. Discuter, je vais ensuite en lien avec Thierry Niamen. Aujourd'hui, on parle d'agriculture. Quel est le poids de l'Afrique en termes de production agricole à l'échelle mondiale? Bien évidemment, quand on regarde ce que nous consommons, nous nous rendons compte que nous sommes malheureusement au pied de la page. C'est-à-dire que nous sommes incapables de consommer ce que nous-mêmes nous produisons, donc automatiquement les autres produisent non seulement en quantité, en qualité, et ils viennent envahir tous nos marchés. Le poids est relativement, est même insignifiant, juste parce que, bien évidemment, il y a ce côté financement. Et si j'avais un mot à dire sur le reportage, il me semble que des conférences pareilles, on passe le temps à tenir des conférences pareilles en Afrique. J'ai l'impression que dans l'organisation, on tronque une partie qui est très importante, qui devrait susciter, c'est-à-dire le marché. On va financer l'agriculture, pourquoi? Pour que l'agriculture se développe alors que le marché est fermé par des importations venant d'ailleurs. Donc, cela entraîne, ce qui a été dit dans le reportage, de parler des risques. On ne parle du risque quand on est dans l'incapacité, peut-être pas de consommer la production à l'état brut, mais de façon transformée, afin de créer une valeur ajoutée de la plus-value pour pouvoir rembourser ces crédits qui, comme l'a dit Mme Band, a des taux insupportables pour les producteurs africains. Les subventions en Europe ou alors en Amérique permettent aux agriculteurs, bien qu'ils continuent à se plaindre là-bas, mais vous pouvez vous imaginer si les gens se plaignent avec des subventions, que fait l'Afrique sans subvention, où dans les politiques on met l'agriculture au devant, mais pourtant les budgets ne suivent pas pour pouvoir faire le travail conséquent. Justement, Dr Bobla, est-ce que vous partagez son avis? L'Afrique ne produit pas assez, ou du moins ne produit pas assez ce qu'elle consomme. Merci, c'est évident. Nous ne produisons pas assez et je voudrais ici faire appel, disons, quelques chiffres, notamment de la Banque africaine de développement ces derniers temps qui a lancé cette initiative Nourrir l'Afrique. Et dans ce document, vous notez que l'agriculture pèse, c'est quand même 25% du PIB en Afrique. Donc c'est déjà important.
61% des emplois en Afrique, c'est le secteur agricole. Mais malheureusement, nous voyons à côté que près de 49% de la population africaine vient du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire qui est de 1,25 $ par jour, tel que défini par la Banque mondiale. Et il nous est dit que c'est près de 420 millions d'Africains dans cette situation. On dit à l'horizon 2025, si rien n'est fait, ce sera 550 millions de personnes. En même temps, on nous dit que près de 33% de nos enfants vivent dans une situation de malnutrition chronique. Ça, c'est un problème. Et pour revenir encore là où il parlait des importations, on dit qu'il y a 35,4 milliards de dollars. Nous importons ce que nous mangeons pour 35,4 milliards. C'est-à-dire s'il faut multiplier en CFA, francs CFA, c'est près de plus de 21 000 milliards de francs CFA, ce qui est énorme. Et il est dit que si rien n'est fait, d'ici 2025, ce sera 111 milliards de dollars. Ça, c'est énorme. Donc, il y a un enjeu énorme là-dedans. Et comme d'autres l'ont dit, la productivité, c'est un problème. La valeur ajoutée qui est créée est insuffisante. On parle, par exemple, si nous prenons la filière cacao, en l'Afrique, c'est à peu près, on parle de la Côte d'Ivoire, si nous prenons la Côte d'Ivoire, 73% la production mondiale, mais seulement 16% de transformation en fève de cacao. Je veux dire l'Afrique. Près de 73% la production, mais seulement 16% de transformation en fève de cacao. Donc il y a vraiment un travail à faire. Peut-être on reviendra sur les contraintes et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer d'améliorer. Vous évoquez 21 000 milliards d'importations. Plus de 21 000 milliards, vous le dites bien, mais on se rend compte aujourd'hui que l'Afrique ne pèse pas assez dans les échanges commerciaux internationaux. Est-ce que donc si la part de l'agriculture était beaucoup plus importante, est-ce qu'on pourrait peut-être assister à un rééquilibrage de la balance commerciale internationale en faveur de l'Afrique? Docteur? Oui, c'est évident. Et c'est sur ce secteur-là que nous avons un avantage comparatif. L'Afrique, en termes de terres arables, détient la plus grande partie des bonnes terres. Et le climat, on peut dire, Dieu nous a doté quand même des conditions très favorables pour faire de l'agriculture. Donc il y a un potentiel énorme. Et nous pouvons rééquilibrer effectivement les balances de paiement, des balances commerciales à travers la production agricole. Mais surtout, la valeur ajoutée. Il faut améliorer la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut transformer aussi. Et nous avons la chance d'avoir de très grands promoteurs d'agro-industrie ici devant nous. Je pense que il a soulevé quelque chose d'extrêmement important. C'est le marché qui doit tirer la production. C'est le marché. Si nous avons donc le marché, nous avons des industries, la production peut suivre. Le docteur Bobda le révèle, l'Afrique produit peut-être peu, mais les conditions naturelles, que ce soit le climat, que ce soit les terres qui sont cultivables, font de l'Afrique un continent, on le dit souvent, à la limite gâté. Mais on se rend compte que malgré tous ces avantages naturels, la production ne suit pas et l'agriculture ne décolle pas. Thierry Niamène, est-ce que vous pensez que ce serait peut-être pas un manque de volonté politique? Vous savez, j'ai beaucoup de mal quand on parle de volonté politique, parce que j'estime que les populations, nous sommes responsables. Au-delà de cette poignée de personnes qui nous dirigent, nous sommes véritablement responsables. Parce que le pouvoir se trouve où en réalité? Le pouvoir se trouve dans notre porte-monnaie. C'est là-bas où c'est nous qui décidons de financer les usines ou alors les producteurs agricoles qui se trouvent de l'autre côté. Mais dans nos politiques, il faut savoir où se trouvent les grands enjeux. Je pense que le docteur a dit tout à l'heure quelque chose de fascinant et qui constitue ma bataille au quotidien, la lutte contre la malnutrition. On ne peut pas expliquer que le taux de mortalité les plus élevés vienne bien évidemment sur des choses liées à la nutrition. C'est tellement trivial pour que on dit que ton aliment soit ton premier médicament. Cela signifie, si on mange bien,
automatiquement, on est prêt à aller affronter les défis de la vie. Moi, je pense que les politiques devraient comprendre que s'ils ont besoin d'une population plus solide, et bien évidemment, il faut investir au niveau de l'agriculture. Mais je vais vous dire encore quelque chose de pertinent, c'est que malgré les politiques qu'on met sur pied, comment pouvez-vous expliquer que le nombre de lycées agricoles pratiquement dans toute l'Afrique est insignifiant? Ça veut dire qu'on ne peut pas former des gens en droit, passer des gens à former des gens en lettres. Bien évidemment, c'est important, mais on met un accent sur une filière dont on n'a pas, et on parle de formation, dont la capacité à pouvoir faire, et je disais dans les coulisses, des gens veulent faire l'agriculture au téléphone. Les politiques en ne feront pas de l'agriculture en veste. Le farmer américain, vous savez, quand vous allez dans le monde rural, on a l'impression que vous avez échoué votre vie. On a l'impression que vous faites partie des ratés, et c'est pour cela que les banques, bien évidemment, même ceux qui peuvent faire un montage financier, ne sont pas ceux destinés au niveau de l'agriculture. Conclusion, il faudrait, à mon avis, non seulement comme la Chambre d'agriculture, des gens capables de pouvoir organiser ces paysans, pour pouvoir présenter des projets à forte valeur ajoutée, mais cette forte valeur ajoutée ne peut être plombée dans une guerre économique où les supermarchés sont pleins de produits venant de l'extérieur, alors automatiquement il n'y a pas de débouchés pour ces planteurs. Vous voulez réagir, madame? Je voudrais même rajouter, si vous le permettez. Vous savez, c'est très grave, parce qu'on parle de financer l'agriculture. Mais on va financer quoi? Si aujourd'hui je décide d'acheter un tracteur agricole, imaginons que j'ai des parcelles je vais l'acheter où? Il y a plus de Bentley, de Mercedes disponibles à Yaoundé, à Douala et dans les grandes villes que de tracteurs, que d'équipements. On va financer quoi? Vous voyez, on est dépendant de tout. On n'a même pas mis l'infrastructure, l'équipement agricole sur place. Moi, je pense que ce qui va faire décoller l'agriculture, c'est quoi? Ce qui va faire décoller l'agriculture, c'est tout simplement les équipements de transformation. Nous produisons énormément, mais nous jetons ce que nous produisons. Je vais vous passer le couplet des routes enclavées où il faut transporter des vivres à moto parce qu'on ne peut pas circuler, etc. Mais je vais aller plus loin. Les denrées périssables telles que les tomates, les légumes, ça c'est des vivres frais qui ne sont pas conservés aujourd'hui parce qu'on n'a pas expliqué aux populations comment conserver ces produits. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire transforme, monsieur a parlé du cacao tout à l'heure, mais il n'y a pas que le cacao. Aujourd'hui, il transforme la tomate, on fait du piment séché, les légumes séchés, etc. Ça, c'est pour pouvoir conserver le trop-plein de production. Mais évidemment, si on n'a pas un marché, vous voulez qu'on prenne un crédit pour en faire quoi? L'État va favoriser les importations. Mais ce n'est pas de la faute de l'État, parce que les opérateurs économiques, nous-mêmes, nous devons jouer notre rôle. Nous sommes combien aujourd'hui avec des projets structurés? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Quand les gens viennent me voir à la Chambre d'agriculture, « Madame, j'ai un projet, je ne trouve pas de financement, etc. » Je lui dis, « Ok, assieds-toi. Moi, je reçois tout le monde. » Mais je peux vous dire que je ne suis pas capable de vous donner plus de 20 projets correctement structurés sur 1000. Parce qu'on fait rédiger le business plan par un ami qui ne maîtrise pas forcément le projet, mais qui est un expert en finance, etc. Il va vous rédiger un joli business plan, mais le promoteur lui-même peut-être ne sait pas lire. Il ne sait pas de quoi on parle dans son dossier. Donc il ne peut même pas défendre son dossier. Aujourd'hui, on doit accompagner, on doit former, on doit structurer ces producteurs à être des véritables entrepreneurs. Excusez-moi, ce n'est pas le rôle de la Chambre d'agriculture. Il y a des instituts, des lycées, des écoles techniques d'agriculture qui doivent pouvoir accompagner, que ce soit les jeunes, les femmes ou les promoteurs de projets, à le faire. D'ailleurs, la Chambre d'agriculture a mis en place une école pratique d'agriculture. On vous apprend de A à Z à montrer une structure qui va être financée. Donc les mécanismes aujourd'hui, c'est difficile de dire je veux du financement, mais en fait, vous recherchez quoi exactement? Votre projet va aller où? Et je voudrais finir sur un problème très important. Nous n'arrivons pas à décoller. Ce n'est pas parce que les entrepreneurs, il en manque. C'est parce que nous avons des préalables
qui ne sont pas disponibles au Cameroun. D'accord? Je vais vous donner un exemple très bête. Ça, c'est le café moulu. J'ai apporté cet emballage exprès parce que maintenant, il est important de le montrer. Pour faire mon unité, j'ai dû m'adresser à l'extérieur. Nous n'avons pas de structure locale qui va vous accompagner dans les normes, dans la sécurisation de vos produits. S'il faut même aller à la Nord, vous imaginez, il faut dépenser entre 1 million et 1 500 000 francs par produit pour pouvoir être aux normes enregistrées du mois. Alors, vous imaginez le montant pour un opérateur économique qui peut-être a un budget de 20 ou de 30 millions. Ce n'est pas possible. L'emballage va lui coûter au moins 10 millions. Les équipements vont lui coûter 40 millions. Et aujourd'hui, les guichets qui accompagnent ne sont pas disposés à accompagner les gens véritablement dans la production. Donc, j'ai investi de mes propres fonds. J'ai transformé ce produit que j'ai commencé à vendre. J'ai organisé les producteurs de café qui vendaient leur sac de 100 kilos à 10 000 francs CFA. Aujourd'hui, ils le vendent à 35 000 francs CFA. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à mettre un produit sur le marché qui se transforme. Donc, j'ai pu relever le niveau des producteurs de café. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Un exemple, docteur Bobda, vous avez une réaction? Oui, vous aviez posé une question là. Vous avez posé une question. Est-ce qu'il y a une politique? Est-ce qu'il y a une volonté politique? Et je pense que c'est extrêmement important. Et nous devons noter que dans nos pays, l'agriculture revient est actuellement pratiquement au cœur des différentes politiques de développement et de stratégie. Dans la communauté internationale, notamment des bailleurs de fonds, que ce soit la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et bien d'autres, l'agriculture, on parle de ça. Mais le problème, c'est quelle est cette politique? Quelle est la stratégie qu'on met en place? Nous avons parlé ici, c'est le marché qui doit tirer. Est-ce que c'est une politique efficace? C'est ça le gros problème. Parce que vous avez, je crois, il y avait eu un commissariat agropastoral ici au Cameroun. On a dit qu'on pouvait faire du pain avec une proportion de farine locale. Vous avez des pays où on a décidé. On dit à partir de telle année, au moins 20%, 25% de la farine dans le pain produit doit provenir de la production locale. Là, c'est un marché qui est créé automatiquement. Vous allez voir même des industriels aller créer des plantations et commencer à produire. Vous dites, on fait des sucreries. C'est pas si facile que ça, mais... C'est pas facile, mais je dis... Pour le manioc, en tout cas. C'est une politique. Il faut avoir cette volonté. D'autres pays l'ont fait. Donc, le problème, c'est cette politique. Est-ce que c'est une politique bien construite pour réellement développer et créer l'environnement, comme Madame disait là tout à l'heure, pour qu'elle qui veut maintenant transformer son café, qu'elle puisse avoir l'emballage? Est-ce qu'on a pris des dispositions? Les normes. Les normes, parce que chacun, à un moment donné, on est politique, mais des structures, chacun dans son secteur, joue sans tenir compte de l'autre, alors que tout est lié. Justement, je voudrais peut-être axer le propos sur le financement, les questions de financement. Est-ce que, au-delà de toutes ces questions politiques, des questions normatives, l'accès même au financement n'est pas le véritable problème? J'en venais. Oui, oui, c'est extrêmement important, parce que quand je parlais de politique, bien sûr que la finance est au cœur de tout. C'est le cœur du processus. Mais regardez la plupart des politiques, de développement même, je vais dire, de nos pays, vous allez regarder l'aspect de finance qui est pourtant extrêmement stratégique, important. Il n'y a pas grand-chose vraiment de bien structuré, bien construit pour le développement du système financier. Et quand nous regardons des pays déjà développés, nous pouvons prendre l'Inde aujourd'hui, à réaliser sa révolution verte. Vous allez en Inde, dans les zones rurales, vous avez pas moins de 150 000 guichets de coopératives d'épargne et de crédit. C'est ça qui accompagne avec beaucoup de suicides des planteurs indiens, attention. Ça, c'est forcément... Bon, je vais arriver en amont, mais si nous prenons, je veux dire, de toute façon, il faudrait que M. Besson puisse s'exprimer. D'accord. Oui. Je vais peut-être ajouter ce que les autres ont dit. Je pense qu'il faut non seulement cette politique, cette volonté politique, il faut aussi un cadre de la mise en œuvre de cette politique. Tout à l'heure, Madame a parlé d'un problème d'organisation. Elle a pu organiser
c'est un petit agriculteur. De café, oui. Du café. Et aujourd'hui, nous voyons le résultat. Le gouvernement nous dit, je prends le cas du Cameroun par exemple, nous dit il faut s'organiser en coopérative. Aujourd'hui, combien de ces coopératives sont vraiment des agriculteurs? Voilà la question. Ben, justement, donc, il y a la politique parfois, mais la mise en œuvre de cette politique n'est pas toujours appropriée. C'est ça. Ben, justement, il y a aussi un autre problème lorsqu'on parle de financement. On voit d'abord la banque. Mais dans l'acception populaire, la banque est reconnue comme étant justement cette institution qui ne finance pas toujours les projets agricoles. Est-ce que, M. Besson, vous êtes à Afriland First Bank, est-ce que le secteur agricole est un secteur risqué pour la banque? Je dirais peut-être un peu trop risqué. Je vais répondre en disant que tous les secteurs sont risqués. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que banquier? Il faut trouver des schémas de couverture de tous ces risques. Voilà la réponse que je pouvais donner. Tous les secteurs sont risqués. Vous pouvez, à Afriland First Bank, Cameroun, nous parlons de l'Afrique, je vais donner l'exemple du Cameroun, nous avons un portefeuille crédit, un encours de crédit de 623 milliards. Dans les 623 milliards, 36 milliards sont pour le secteur agropastoral, donc agriculture et élevage. Ça, c'est un peu plus de 6% de notre encours total de crédit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, de batailler pour augmenter la portion de crédit qu'on accorde dans le secteur agricole. Ben, je vais vous poser donc une question peut-être un peu directe. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour bénéficier d'un crédit bancaire, et notamment le petit paysan agricole? Qu'est-ce qu'il faut pour bénéficier d'un crédit bancaire? Les critères sont simples. Et je vais donner ces critères en 4 points principaux. Première chose, la moralité. J'ai parlé tout à l'heure des coopératives fictives. Je vais utiliser le mot fictif parce que ces personnes sont des personnes qui restent dans les bureaux climatisés. Ce ne sont pas des agriculteurs qui sont en train de travailler sur le champ. Donc, on regarde d'abord la moralité. Qui on finance? Qui est cette personne? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces personnes? Parce que le crédit, c'est la confiance. Si je n'ai pas confiance en toi, je ne peux pas vous donner mon argent. Donc, première chose, c'est la moralité. Deuxième chose, c'est la capacité. La capacité à gérer l'activité. Donc, est-ce que vous êtes organisé? La capacité à gérer le financement qu'on vous accorde. La capacité de l'activité même à générer suffisamment de revenus pour pouvoir rembourser le crédit. Voilà la deuxième chose, la capacité. La troisième chose, c'est le capital. Parce que la banque utilise l'épargne des clients pour faire le crédit. Il faut que l'agriculteur ou la personne à qui on accorde le crédit met aussi quelque chose. Quel est l'apport dans l'activité? L'apport du paysan L'apport du paysan, ça peut être un apport déjà réalisé ou à réaliser, peut-être sous forme de terrain ou bien sous forme de travaux déjà réalisés sur le terrain, le capital. Et la dernière chose qu'on regarde, c'est la garantie. Donc la garantie, nous ne finançons pas la garantie, nous ne finançons pas des garanties, nous finançons l'activité. La première garantie, c'est l'activité. Donc voilà les 4 points clés qu'on regarde dans l'analyse d'un dossier. Ma préoccupation va justement rejoindre celle de Mme Ban. Lorsqu'on parle justement de garantie, mais les paysans en réalité sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Justement. Du coup, qui n'ont pas beaucoup de... mais qui n'ont même pas de garantie. Hein? Quelle garantie un paysan va vous donner? Il existe des structures qui peuvent peut-être trouver des moyens pour venir aussi et financer ces petites activités. Bien sûr, en Afrique, nous avons des structures qui peuvent donner des garanties. Nous avons le FAGAS, par exemple. Nous avons d'autres structures qui existent, qui peuvent donner des garanties. Ça, c'est un pan. Les FAGAS, c'est à partir de 200 millions. Hein. Les États, c'est ce que je veux dire. Bien sûr. Non, nous parlons de l'organisation. Vous pouvez organiser les planteurs en coopérative et c'est juste pour ceux qui nous suivent, qui sachent de quoi vous parlez. Et, donc je disais, il y a ces structures qui peuvent donner des garanties. Les États eux-mêmes
peuvent mettre des fonds de garantie pour pouvoir couvrir ces crédits, ces types de crédits. Et les banques doivent développer des produits adaptés au financement agricole. Et à Freeland First Bank, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. On ne remet nullement en cause la moralité de Freeland First Bank dans le financement de l'agriculture. Monsieur Ban, est-ce que on a toujours l'impression que les financements agricoles ne profitent aux grandes entreprises agricoles et pas toujours aux paysans? Qu'est-ce qui justifie cet état de fait? Le financement, essentiellement... Bon, effectivement, parce qu'il a parlé de risque. Les banques gèrent l'épargne et font tout pour minimiser le risque. Et la tendance, c'est d'accorder le crédit à celui qui présente le moins de risques. Et malheureusement, ce sont les riches ou bien les grandes entreprises qui présentent le moins de risques. Si vous voulez financer MTN, sa maison mère propose une garantie. C'est pour ça qu'ils peuvent décrocher des financements même à 6%. Là, et parfois même dans d'autres cas moindres que ça, parce que c'est un remboursement pratiquement 100% sûr. Alors que, comme on a dit, le petit producteur ne présente pas de garantie, les risques sont nettement plus élevés. Peut-être qu'on reviendra sur les mécanismes, comment est-ce qu'on essaye de faire pour financer ces petits producteurs. Donc, oui. En attendant, justement, il y a des projets en fait étatiques, aussi bien que vous l'avez évoqué, la Banque mondiale, le programme des Nations Unies pour le développement, et même davantage des États, les États africains qui mettent sur pied des différents programmes qui allouent des financements aux petits producteurs. Madame Ban, on n'a pas toujours l'impression que ça arrive à l'échelle du petit paysan. Je ne dirais pas ça, sincèrement. Parce que vous avez des groupes qui ont reçu des appuis du gouvernement à travers donc, ces guichets, parce que c'est le gouvernement qui cautionne tous ces guichets, comprenons-nous bien. Et je vais vous donner peut-être un exemple tout bête. Il y a la structure ACEP, par exemple, qui a les fonds de l'Union européenne et tout ça, ou de la Banque mondiale, qui distribuent aux petits planteurs. Donc, si Afriland n'a pas forcément le mécanisme qu'il faut pour financer le petit planteur sans garantie, ACEP aujourd'hui a trouvé un mécanisme adapté aux planteurs. Bon, je suis PCA d'une coopérative, je fais dans le cacao et le café, et nos membres ont bénéficié de 300 millions de CFA l'année dernière. Donc je veux dire, c'est des choses qui sont palpables, vérifiables. Tout dépend de comment la structure financière met en place des produits adaptés ou pas à un certain nombre de clientèles. Peut-être que le gestionnaire que nous avons ici devant nous gère un portefeuille qui est sécurisé, mais vous avez d'autres guichets qui gèrent. Vous avez Advance aussi, qui est une microfinance. Je pense même au MC2, je crois ils appuient, je ne sais pas s'ils reçoivent les fonds de ces guichets, mais il y a des structures aujourd'hui qui reçoivent les fonds de ces guichets, qui accompagnent et qui appuient. Donc, Monsieur Niamé, il y en a qui en ont bénéficié. Justement, Monsieur Niamé. Oui, je crois que nous avons eu quelques chiffres ici, et ce sont des chiffres alarmants. C'est-à-dire quand on parle de 6% dédiés à l'agriculture, qui est visiblement là où on parle du levier. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et il y a des choses à faire parce que quand on parle du développement, en passant par l'agriculture, on ne met pas les moyens, on ne met pas les mécanismes pour pouvoir le faire. Il faudrait qu'on ne se trompe pas, on ne prête qu'aux riches. Vous savez, il a parlé du mécanisme, il faut protéger. Il y a des problèmes fonciers partout en Afrique. Ça, c'est clair. Ou, quand on veut poser une garantie, il faut soit mutualiser les efforts pour pouvoir trouver des mécanismes, peut-être dans des tontines. Je vous donne un chiffre qui... Est-ce que vous savez que au Cameroun en particulier, nous importons 600 000 tonnes de blé. Voilà un marché qui est bouché, mais quel que soit le financement que vous allez donner, vous allez vous retrouver à des gens qui produisent à des coûts très bas. Pendant ce temps, le producteur qui fait du bio va se retrouver dans un marché où c'est fermé. Quand vous voyez, on nous a présenté un café tout à l'heure, quel que soit le mécanisme qu'elle va mettre sur pied, il faudrait qu'elle ait le marché, parce que plus elle a le marché, plus ses producteurs vont pouvoir... Moi, je pense que le financement devrait même se faire autrement, c'est-à-dire une prime à la production. Donc, de trouver des mécanismes de pouvoir porter un produit
qui devrait être fait par des planteurs sur le marché. Par exemple, on dit, si vous financez quelqu'un de produire de la tomate, c'est pas sûr que vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin, mais si on a de la tomate sur le marché et qu'on peut donner une prime, je pense que les gens vont pouvoir réfléchir. Moi, je pense qu'il y a deux choses. L'État et les banques, bien évidemment, c'est eux qui peuvent décider et l'État doit jouer son rôle pour pouvoir trouver un mécanisme de couverture, de protéger cette couche vulnérable. Parce que quoi qu'il en soit, le paysan est une couche vulnérable dans tout le monde entier. Ok, l'État, les banques, même les organisations, je vous propose de prendre une pause, le temps de regarder justement une des solutions au mécanisme de financement des petits paysans. Et cette solution s'appelle le modèle MC2. Le modèle MC2 s'inscrit dans la vision globale du Dr Paul Fokam, à savoir restaurer à l'Africain sa dignité. Une dignité qui a été profondément entachée dans le passé à travers la traite négrière, la colonisation, et qui continue de l'être aujourd'hui par les images de famine, de guerre, de coups d'État, de corruption et de mendicité que renvoient les médias occidentaux au sujet de l'Afrique et des Africains. Dans la grande théorie économique, généralement, la pauvreté est une fatalité, que la pauvreté est une calamité sociale. En fait, que le pauvre ne peut rien faire pour sortir de sa situation. Le modèle MC2, c'est un rappel de la formule de Einstein qui pour nous veut dire victoire sur la pauvreté est possible à condition que tous les moyens de la communauté, groupés avec l'ensemble de leurs compétences, soient mis ensemble et la victoire sera exponentielle. Le modèle MC2 est une approche endogène qui amène les populations d'une communauté donnée à se prendre en charge elles-mêmes afin de vaincre la pauvreté en mettant ensemble leurs moyens et leurs compétences. Ce n'est pas seulement un modèle de donner des crédits. Plutôt le contraire, ça commence avec la collecte d'épargne. Ça, c'est l'élément essentiel du modèle MC2. On commence avec la collecte d'épargne. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons. Sans aller trop dans les détails, on voit déjà que ce système a une source sûre de refinancement. Ça ne dépend pas des financements de refinancement d'extérieur. Comme ça, si jamais il y a une crise financière, les microbanques n'auront jamais le problème de se refinancer parce qu'ils ont leur propre épargne. Et en plus, ils n'ont pas de risque d'échange. Ce qui est un grand problème pour d'autres structures dans le monde qui ont reçu des prêts en devises pour refinancer les crédits locaux. Et si jamais il y a une dévaluation, hein, on a un grand problème de repayer. Alors là, déjà, la base, on commence avec la collecte d'épargne et ensuite, on va à la distribution des crédits. Le modèle MC2 encourage l'épargne, source nourricière de l'investissement et démontre que l'on n'est pas trop pauvre pour épargner. Car la pauvreté est d'abord intellectuelle et non matérielle. En fait, un état d'esprit. Selon le docteur Paul Fokam, la différence entre le riche et le pauvre est la suivante. Le pauvre, c'est celui qui gagne 100 francs et dépense 101 francs. Le riche étant celui qui gagne 100 francs, dépense 99 francs et épargne 1 franc. Le modèle MC2 permet aux populations d'une communauté donnée de mettre en place une microbanque qui leur appartient, est gérée par elles, est à leur service pour leurs projets individuels et collectifs, qui leur permettra d'améliorer leurs conditions de vie à travers la réalisation des projets sociaux tels les centres de santé, les écoles et autres. Ce projet a apporté beaucoup, n'est-ce pas, ça a apporté, n'est-ce pas, ça a donné la main d'œuvre. Parce que déjà, ça a donné, n'est-ce pas, des travaux à certains comme moi qui vous parlent ici. J'étais avant chômeur, maintenant je suis responsable, n'est-ce pas, de ce champ. Pour certains, n'est-ce pas, ça a fait aussi que certains qui étaient dans des villages qui ne faisaient rien, se sont vus, n'est-ce pas, en train d'être gérant, n'est-ce pas, d'une activité comme celle-ci, parce que ça donnait beaucoup, n'est-ce pas, d'argent.
Ça permet aussi pour certains, n'est-ce pas, de venir aussi faire mener d'autres activités, parce que ici aussi nous avons des sous-traitances avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui font des entretiens ici. Il y a certains qui peuvent venir avec le moyen de transport, par exemple le tracteur, le camion, pour le transport aussi, n'est-ce pas, de nos produits, n'est-ce pas, de champ. La MC2 vraiment nous aide, parce que sans la MC2, les porcs que vous voyez là, on aurait chacun peut-être 1 ou 2 porcs. Vous ne trouverez jamais chez moi 40 porcs comme vous avez vu tout de suite. Sans compter que chez chacun de nous, il y a 8 ou 9 ou... Il y a au moins 8 porcs chez chacun. J'ai été financé par MC2 4 fois de suite. 10 millions, 15 millions, 15 millions. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, vraiment, je m'auto-emploie. J'ai créé des emplois, je suis boulanger, je suis entrepreneur en bâtiment, je suis hôtelier. Tout ceci financé par la MC2. Ça, sans oublier l'élevage, qui aujourd'hui, si je veux bien vérifier, le dernier bilan est chiffré à 25 millions. Ça, c'est le fruit de la MC2. La MUFA nous a aidé à nous donner des fonds. La MUFA est là pour aider les femmes à ne pas chômer, à se débrouiller. Je remercie la personne qui a eu l'idée de nous sortir dans le gouffre de pauvreté. Quand je prends le crédit à la MC2, ça m'aide à payer la main-d'œuvre. Grâce à la MC2, je suis ce que je représente devant vous actuellement. Le modèle MC2 est né au Cameroun avec l'appui du président de la République Paul Biya et a connu un succès retentissant. Que nous sommes partis avec un capital de moins de 8 millions de francs CFA et aujourd'hui nous avoisinons déjà 3 milliards de bilan. Aujourd'hui, par exemple, il y a 1 million de personnes en direct qui sont sorties de la pauvreté et dans le cas du Cameroun. Et en général, en indirect, on peut déjà compter au moins 3 à 4 millions parce que pour les effets induits. Le succès rencontré au Cameroun par ce modèle innovant lui a permis de s'exporter dans d'autres pays à l'instar de la Zambie, du Libéria, de la République de Guinée avec l'implication personnelle de son président, le professeur Alpha Condé, et s'implantera très bientôt en Côte d'Ivoire sous la houlette de son premier ministre Daniel Kablan Duncan et l'impulsion du président Alassane Ouattara. Avec le modèle MC2, l'Afrique dispose désormais d'un outil de choix devant lui permettre de reprendre en main son destin. Voilà, après la diffusion de cet élément, Madame Ban, je poursuis avec vous. On se rend compte que si le système bancaire classique, les États et même des organismes ne réussissent pas toujours à financer le secteur, il existe donc des possibilités que les paysans eux-mêmes parviennent à s'autofinancer. Absolument, absolument. Je crois que le programme MC2 est connu. Il est vraiment très présent dans le monde rural. Beaucoup font appel à ces guichets. Ça interpelle aussi les producteurs, ça les ramène à leurs responsabilités, hein, parce que c'est des caisses villageoises qui sont gérées par les populations eux-mêmes. Donc je pense que c'est un système qui certainement marche bien dans certaines zones et peut-être pas ailleurs, mais c'est déjà un système très connu. Donc c'est tout ce que je peux dire. Ça doit certainement appuyer les épargnants de ces groupes. Justement, Dr Bomda, vous êtes parmi la cheville ouvrière du modèle MC2. Comment est-ce que sur le terrain, ce modèle arrive à aider les paysans à s'autofinancer et à sortir de la pauvreté? Merci. Vous savez, le financement rural et agricole est assez difficile, très complexe et parfois coûte cher. Donc il faut vraiment une ingénierie, développer des modèles, des mécanismes qui permettent réellement de toucher cette cible rurale et de financer de manière efficace. Et les MC2 apportent vraiment de l'innovation sur ce plan. Le reportage vous a donné un certain nombre d'informations. Mais pour ce qui est du financement rural plus particulièrement, nous avons travaillé et développé pratiquement 4 mécanismes pour financer de manière efficace les ruraux. Nous avons, pour les tout petits producteurs où ça coûte très cher, le mécanisme de crédit de groupe. Ils sont regroupés ensemble et ils reçoivent le financement qui se redistribue.
L'avantage, c'est quoi? C'est que ça permet de réduire les coûts de transaction, parce qu'aller financer dans les zones rurales, chaque petit producteur, 50 000, 100 000, ça coûte extrêmement cher. Deuxième chose importante, ça permet de réduire le risque. Parce que quand ils se mettent ensemble, pour former d'abord un groupe, ils se connaissent, il y a la caution solidaire. Alors, pour qu'ils acceptent quelqu'un dans leur groupe, ils doivent déjà bien regarder. Donc, c'est une chose extrêmement importante. Donc, cela permet d'aider beaucoup. Et dans des zones comme Guinée, comme dans le Nord-Ouest, nous avons travaillé sur un mécanisme Loan and Saving with Education, c'est-à-dire le crédit et l'épargne avec l'éducation. Donc, non seulement ils reçoivent le financement, mais il y a l'éducation financière et la formation dans la gestion de leur activité. Aujourd'hui, donc, le modèle MC2, on l'a dit dans le reportage, il est en pleine exportation au niveau africain. Qu'est-ce qu'il pèse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente véritablement? Bon, je vais arriver là, mais je crois qu'il est bon, puisqu'on parle du financement agricole, que nous puissions donner un peu ces genres de mécanismes. J'étais dans le premier mécanisme. Le deuxième, il faut structurer le milieu rural. Elle a parlé de coopératives avec lesquelles elle travaille. Si le milieu rural n'est pas structuré et organisé, il est difficile de financer le milieu rural. Et c'est là où l'autorité monétaire, les ministères, les pouvoirs publics doivent aider, parce que ça coûte cher organiser ces populations en coopérative, les former et autres. Ça, c'est un des mécanismes. Il y a un autre, c'est l'agriculture contractuelle, parce qu'on parle de chaîne de valeur. Nous devons essayer de financer suivant les chaînes de valeur. Il faut créer de la valeur dans la chaîne. J'ai parlé au début du marché qui doit tirer, les industries qui sont sur la chaîne. Il ne faut pas financer seulement la production, il faut regarder la chaîne. Et le gros problème que nous avons eu, et je peux dire erreur depuis très longtemps, et même la plupart des projets des bailleurs de fonds que nous voyons ici au Cameroun actuellement, c'est essentiellement pousser la production, alors qu'il n'y a pas le marché, l'agro-industrie, les petites n'existent pas. Donc, il y a ce mécanisme d'agriculture contractuelle que nous avons mis, qui a 3 parties prenantes, et ça permet de réduire énormément le risque. Vous avez l'agro-industrie, vous avez le producteur, vous avez l'institution financière. L'institution financière donne le crédit au producteur. Il est encadré, ça peut être une plantation agro-industrielle, sur certaines normes et autres. Il livre sa production à l'agro-industrie, et l'agro-industrie le paye à travers l'institution financière. Le crédit est déduit, et nous avons des taux de remboursement presque 100%. Nous avons une expérience dans la zone des ECA au Cameroun, où c'est près de 1,5 milliard qui sont entrés dans le système, ont permis à la société Socapam de retrocéder 2600 hectares de palmiers à huile aux petits producteurs. Aujourd'hui, tout ce financement est remboursé à 100%. Mais maintenant, au niveau africain, j'aimerais bien insister là-dessus. Oui. Que représente le modèle MC2 à l'échelle africaine? À l'échelle africaine, aujourd'hui, on vous a parlé d'un certain nombre de pays. Nous avons, pour ce qui est du Cameroun, il y a un total de bilan de plus de 60 milliards. Donc, si on veut regarder globalement, on est dans 100 milliards de francs CFA pour le moment, par les petits producteurs. Ce sont eux qui mobilisent, parce qu'il faut dire que ce sont des microbanques communautaires. Le capital est à 100% détenu par ces populations, géré par elles, et nous apportons l'assistance technique. Une institution comme la mienne, ADAF, Appropriate Development for Africa Foundation, nous apportons l'assistance technique dans les études de faisabilité, la formation en technique bancaire et autres, l'assistance comptable, l'assistance informatique, les audits, le contrôle, la recherche de partenariat. Donc, au niveau africain, le potentiel est énorme. Il y a beaucoup de pays, il y a un engouement énorme pour ce mécanisme. Parce que contrairement aux autres mécanismes de coopérative d'épargne et de crédit, le modèle MC2 a cette particularité d'associer, d'essayer d'intégrer les valeurs socio-culturelles et même religieuses des communautés, à travers ce qu'on peut appeler le conseil des sages. Dans chaque communauté, qui évite, au lieu d'aller devant les tribunaux chaque fois, ce conseil peut gérer. Une autre particularité, c'est que là-dedans, on associe ce qu'on peut dire la diaspora, ou bien, entre guillemets, ce qu'on appelle l'élite, les originaires de la localité qui sont en ville. Et là, vous avez un brassage, donc, des gens comme vous et moi, qui sont partie prenante de ce mécanisme, apportent dans leur savoir-faire, leur argent, pour aider le mécanisme au niveau local. De manière générale, le succès est général, tout comme l'échec, dans le modèle MC2. L'échec, je ne comprends pas ce que vous voulez dire exactement. Parce que pour le moment... En cas d'échec, en fait, c'est tout le groupe. En cas de non-remboursement, oui, c'est tout le groupe. Non, ce que je voudrais dire déjà, c'est que la caution, et ce que je voudrais dire depuis 1992, au Cameroun, nous avons 120 institutions opérationnelles dans les 10 régions. Aucune n'a fermé.
comme vous pouvez entendre, la faillite dans un certain nombre de secteurs et tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très profond derrière ce mécanisme, derrière ce modèle. Et donc, vraiment, le potentiel est énorme. Et c'est pour ça que le ministère de l'Agriculture, au Cameroun, dans d'autres pays, certains États, travaillent avec nous pour essayer de promouvoir donc, ce mécanisme. Ok, Monsieur Niamène, est-ce que vous estimez que des mécanismes de financement comme ceux-ci sont pérennes, tenables sur la durée? Bien évidemment, les chiffres, je crois que le bilan de notre panéliste montre que tout c'est clair. Quand vous savez, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, à un moment, même quand on a 25% en taux d'échec, on considère cela comme une réussite. Mais là, et même dans le reportage, on a suivi. Vous savez, quand on parle de la valeur ajoutée, quand les gens peuvent passer d'un niveau et en entraînant comment on appelle, vous savez, toute personne qui réussit en Afrique tire autour de lui une dizaine, une vingtaine de personnes. Et quand on parle d'emploi, on s'auto-emploie, on emploie des autres, on crée de la valeur, on crée de la richesse, on redistribue, on recontinue. Je pense que c'est un succès. Si déjà d'autres pays essayent de copier, je crois que ce modèle est un modèle impressionnant. Et si vous permettez, si j'ajoute juste une petite chose, c'est qu'une particularité de ce modèle, c'est que vous avez une banque, la Freeland First Bank, qui est le partenaire de cette banque, le parrain de cette banque, et vous avez donc sur le terrain, donc en zone rurale, puisque vous savez, il est difficile d'aller accorder les financements s'il n'y a pas un suivi aussi, parce que les besoins sont énormes, mais le partenariat qu'il y a entre ces deux institutions font que les besoins peuvent être satisfaits, parce que l'institution bancaire a un peu plus de ressources pour pouvoir financer. Ce qui fait qu'on arrive à des mécanismes de cofinancement. Vous pouvez avoir une MC2 dans une zone rurale qui a un financement peut-être de 200 millions. La MC2 ne peut apporter que 50 millions. Au lieu de laisser ce projet disparaître comme ça, il y a un travail qui est fait. Le cofinancement est mis en place et permet de financer. Donc il y a ce travail, les produits bancaires. Une MC2 de n'importe quel village, vous pouvez avoir des transactions financières avec le reste du monde entier grâce à cette connexion avec cette banque. Donc c'est un aspect capital, et M. Besson qui est ici travaille particulièrement dans une direction qui œuvre pour que cette connexion soit faite et que les besoins soient vraiment satisfaits. Mais si on doit parler aussi, et les gens ont dit même dans le reportage au début, l'un des gros problèmes en matière de financement du secteur agricole, et je crois que Madame est très au fait de ça, c'est l'absence de ressources long terme. C'est ça le gros problème. Je vous ai parlé de 1,5 milliard pour financer la reprise de certains nombres de plantations. Il a fallu une contre-garantie d'un partenaire extérieur pour que l'on puisse mettre cet argent à disposition. Donc c'est un problème crucial. Vous regardez même les financements bancaires. Moins de 4%, c'est des financements long terme. Okay. Voilà, comment est-ce qu'on peut développer si on ne peut pas faire des investissements moyen et long terme? Justement, Madame Ban, on a évoqué tout à l'heure l'aspect du financement par le marché. Si les entreprises doivent se financer, il faudrait qu'elles parviennent à vendre. Est-ce qu'aujourd'hui, le Made in Africa peut être utilisé comme un argument de vente? Absolument, parce que il faut savoir qu'aujourd'hui le modèle, je vais citer le modèle camerounais parce que Africa c'est trop vaste. Dans l'Afrique, on a l'Afrique du Sud, on a des pays qui sont très avancés en matière d'agriculture, donc on ne va pas comparer les modèles. Mais pour reprendre le modèle camerounais, aujourd'hui nous avons la chance de n'avoir pas lessivé les sols, de n'avoir pas mis beaucoup d'engrais ou de produits chimiques dans nos sols qui font que nos produits ont quand même un meilleur goût par rapport aux autres produits importés. Mais malheureusement, le fait que nous ne passions pas encore à une transformation professionnelle fait que nous n'arrivons pas encore à nous positionner sur ces marchés. Nous avions parlé tantôt du problème de la norme, mais ça c'est un handicap, c'est-à-dire qu'il va falloir que le Cameroun lui-même trouve les normes de ses produits locaux. Hein? Je vais dire un truc bête, il est facile de trouver du jus de pomme en supermarché,
Mais on a ce qu'on appelle, nous, les jus de Cassimango, les jus de Kassap, de Bissap, pardon. On a nos jus naturels. Hein. Il faudrait qu'on puisse transformer ces jus et les labelliser et les mettre sur le marché, même les exporter. Pourquoi pas? Donc, tout est possible, mais il faut faire la différence quand on parle de financement de l'agriculture. Moi, je comprends deux problèmes. Il y a le financement de la production agricole, ce que monsieur a développé tout à l'heure. Hein. La production, elle est difficile, elle est risquée, elle est coûteuse. Par exemple, on a parlé du palmier à huile. Je crois que c'est au bout d'un certain nombre d'années qu'on peut espérer le retour sur investissement. Donc, on ne finance pas la production comme on finance, par exemple, l'outil de transformation qui lui est palpable. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'une machine pour fabriquer ce verre, la machine, je peux la saisir au cas où l'opérateur ne rembourse pas. Donc, il y a deux façons de parler de financement de l'agriculture. Il y a la production elle-même et puis il y a l'outil de production, de transformation. Donc, ça, c'est palpable pour un banquier. Donc, moi, je pense que globalement, le Made in Africa est la voie de sortie. C'est-à-dire qu'on doit aussi pouvoir se positionner. On parle des supermarchés, Carrefour, Casino, etc. Mais, monsieur, il y a aujourd'hui des regroupements financiers qui se lancent dans les magasins et les réseaux de distribution. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se fatiguent pas avec le facteur risque de production, ils ne se fatiguent pas avec les conditions climatiques, ils achètent, ils transforment, ils conditionnent, ils vendent. Donc, du coup, c'est encore le petit paysan qui trinque. Et donc, on se retrouve avec des consortiums qui se créent, ça se mélange chinois, russe, français, etc., ou américains, et ça crée des magasins, des réseaux de près de 800 magasins dans le monde. Alors que nous, on n'arrive même pas encore à sortir, à arriver dans la petite échoppe du coin. Justement, donc, comment est-ce que nous allons vendre ce Made in Africa? Il nous faut un accompagnement professionnel. Mais Monsieur Niamène, est-ce que sur le marché, je n'ai pas toujours l'impression que les Africains eux-mêmes préfèrent les produits africains? Je prends le cas, par exemple, des pâtes alimentaires. Les pâtes alimentaires qui sont vendues en magasin, du moins en supermarché, les volumes vendus sont généralement supérieurs lorsqu'il s'agit de produits importés et inférieurs lorsqu'il s'agit des produits locaux. Est-ce que sur le terrain, vous constatez un engouement même des Africains pour le Made in Africa? Bien évidemment, le constat est alarmant de comprendre que les Africains ont été lessivés dans leur éducation, de comprendre, d'avoir ce snobisme inexplicable, de toujours préférer ce qui vient de l'autre côté, prétestant qu'ils veulent des produits ISO sortant d'un certain nombre de normes, comme Madame a dit. Je pensais même quand on parle des normes qu'il faudrait trouver sur le plan local même des normes intermédiaires, c'est-à-dire capables de pouvoir faire migrer des personnes d'un label intermédiaire vers un label avant même de voir l'exportation, parce que sur le plan local, même les produits dits non labellisés sont en train d'être consommés. Alors, je pense qu'il y a une question d'éducation, donc d'éduquer nos populations, de comprendre qu'il existe ce qu'on appelle des achats militants. C'est-à-dire qu'en achetant un produit comme ce café, je sais que je contribue au développement d'un certain nombre de populations. Nous devons le comprendre et de savoir où se trouvent les enjeux, de savoir que nous sommes dans une guerre économique, de savoir que nous devons penser au futur de nos enfants. Et on ne peut le faire que si on comprend que le Made in Africa, c'est d'abord pour nous. Et vous avez, à la cité des grandes enseignes qui sont en train de s'installer partout en Afrique, mais ce n'est pas pour vendre nos produits. Ils sont venus manger chez nous avec de l'appel. Nous devons comprendre que nous devons nous mettre à table parce que nous, c'est avec notre porte-monnaie que nous développons ces pays. Moi, je pense qu'il y a, malgré cette lenteur, il y a un certain nombre une nouvelle génération de jeunes et cette génération a bien compris que l'avenir de l'Afrique va se situer là où nous allons décider nous-mêmes de prendre notre propre destin et de ne plus accuser les autres, parce que eux, ils vont mettre tout sur pied pour envahir nos marchés, à nous de mettre tout sur pied
pour pouvoir consommer nos produits et faire comme d'autres pays ont fait, donc mettre des mécanismes capables de nous protéger et de mettre en valeur, surtout que du bio, et bien évidemment, c'est africain. Mais docteur Bobda, est-ce que la solution ne viendrait peut-être pas de la transformation? Parce qu'il faut peut-être le reconnaître par manque de moyens ou peut-être pour toute autre raison, les produits africains, vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes d'emballage, ne sont pas aussi, je dirais, beaux en termes d'étiquetage, en termes d'emballage que les produits importés. La transformation, c'est une chose importante. Toute la chaîne est importante. Mais je voudrais insister sur une chose importante. Tout cela n'arrive pas seul. C'est une politique. Au début, j'ai voulu insister aussi là-dessus. C'est une politique qu'on met en place. Tous les pays qui se développent, c'est qu'à un moment donné, ils ont développé une politique, ont mis en place une stratégie. Il a parlé de protectionnisme. Tous les autres le font. Les normes, ce n'est pas au hasard qu'on le fait. Parfois, c'est même, non seulement peut-être pour assurer la sécurité alimentaire, je ne veux dire pas sécurité dans le sens chez nous pour la santé, mais c'est parfois, il y a toute une guerre économique derrière pour protéger des marchés. Nous ne devons pas être naïfs. Et j'ai l'impression que parfois on est trop naïfs dans un certain nombre de pays africains. Mais il faut dire quand même aussi apprécier des success stories pour la plupart d'un certain nombre de pays. Vous voyez le Nigeria, vous voyez l'Éthiopie. Des politiques au niveau local qu'on essaye de mettre en place, dont la transformation est une chose importante. Il faut travailler sur toute cette chaîne. Parce que nous avons parlé du marché. Ce n'est qu'en transformant que l'on va tirer la production. Mais quand nous regardons les politiques, la plupart des projets de bailleurs de fonds ici, la plupart, ça rentre dans la production. Et ce n'est pas leur faute. Ils ont leur stratégie. Non, ils ont leur stratégie. Mais nous prenons un peu tout. Or, si nous avions dans la plupart des pays africains des politiques bien construites, avec des objectifs, une vision bien précise, le bailleur qui arrive, si ça ne rentre pas dans ce cadre, nous ne prenons pas. Mais on prend tout. Pratiquement, peut-être parce qu'on a besoin de l'argent, mais à la fin, peut-être ça détruit. Monsieur Besson, est-ce que vous pensez que la solution viendra peut-être du protectionnisme? Oui, je pense qu'il faut protéger le marché africain. Et pour faire ces protections, comme le docteur Bomda dit, il faut la politique. Il doit y avoir une politique qui accompagne ça. Parce que c'est un problème de mentalité. Nous, les Africains, désolé, nous sommes en train de penser que ça doit venir des États-Unis ou de la France ou d'ailleurs pour qu'on comprenne qu'il y a une bonne qualité. Non. Mais pour qu'on change cette mentalité, il faut la politique qui suit. S'il n'y a pas la politique, désolé, la mentalité ne va pas changer. Et je vais ajouter, il faut aussi communiquer sur nos produits, il faut faire la communication et le marketing. Okay. Communiquer, faire du marketing, mais docteur Bomda, des pays comme le Cameroun ont limité les importations de sucre, le Nigeria, c'est le riz. Est-ce que jusqu'ici ces mesures ont eu réellement d'impact sur les performances économiques des pays concernés? Je vais prendre plutôt, au lieu de parler du sucre, je vais parler du poulet congelé. Vous avez, je crois que c'est déjà un exemple en Afrique, il y a des initiatives, la DIC, qui a fait tout un lobby, tout un plaidoyer, si bien que le gouvernement a compris et a arrêté l'importation des poulets congelés, qui étaient parfois même dangereux pour la santé. Et du coup, on a au Cameroun un secteur avicole qui s'est développé de manière extraordinaire. C'est bien qu'on parle aujourd'hui des œufs du Cameroun qui arrivaient au Soudan, en Angola, partout, grâce à une politique. Hein? Bien sûr que la grippe aviaire entre-temps est passée, mais jusque-là, vous avez vu, c'est maintenu. On vient de traverser les fêtes de fin d'année, on n'a pas importé. Donc, c'est pour ça que je dis la politique est importante. Tout simplement, le fait d'avoir arrêté cela, ça a créé de la richesse, des emplois incroyables. Le Cameroun est un exemple en matière de production avicole aujourd'hui. Donc, nous devons regarder différents secteurs. On ne dit pas qu'il faut protéger pour protéger. On doit être efficace, bien sûr, pour se protéger et demain aller à la conquête du monde, puisqu'il faut exporter. Pour exporter, il faut être efficace. Donc, vraiment, c'est important. Madame, vous avez aussi évoqué l'aspect normatif avec des allusions aux normes internationales qui ne seraient pas toujours adaptées aux réalités africaines. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les normes sont un frein? Je dirais peut-être, est-ce que les normes sont trop chères
pour le producteur africain? Oui, non seulement les normes sont trop chères, mais c'est un problème aussi d'éducation. Vous savez, on se lève un matin pour dire je suis producteur et je deviens industriel. Ça ne se fait pas comme ça. On a parlé de marché, on a parlé de consommation, on a parlé des produits, on a parlé de labels. Aujourd'hui, je vais donner un exemple. Coca-Cola, on ne sait pas ce qu'on consomme parce que c'est de l'eau avec des colorants, du sucre. Mais Coca-Cola a lancé une idée marketing. Hein? Il a créé le Père Noël. C'est pour ça que le Père Noël est en rouge et blanc. Ça, c'est Coca-Cola qui a créé ce personnage, des cadeaux, de fêtes, etc. Donc aujourd'hui, si nous voulons vendre nos produits, on n'a pas de marque forte. On ne fait pas appel aux professionnels de la communication pour vendre nos marques. Aujourd'hui, le problème du prix dont parlait le docteur Niamène, ce n'est pas un frein. Aujourd'hui, vous avez une classe moyenne et une classe africaine qui s'enrichit de plus en plus. Hein, qui va faire ses achats en Europe, aux États-Unis, etc. Ce n'est pas une cible qui n'a pas d'argent. On a une classe moyenne aujourd'hui qui consomme, et si elle consomme les produits importés, à 95% dans ce pays, ça veut dire qu'ils ont les moyens. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons assis des marques fortes? Ça, c'est le rôle de l'opérateur économique. Excusez-moi de revenir là-dessus. La politique en elle-même, vous ne pouvez pas faire pression sur un politicien si vous ne lui avez pas prouvé le contraire, que le contraire peut marcher. Mais aujourd'hui, où sont ces opérateurs économiques? On a zappé rapidement ce qu'il a dit. Mais nous formons aujourd'hui des philosophes et je ne sais quoi. Évidemment, est-ce que c'est utile? Oui, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, on a un défi. Il faut nourrir notre population, il faut créer de l'emploi. Mais on ne le crée pas par un décret. C'est à nous, les opérateurs économiques, de nous dire, voilà un marché de niche, je me positionne, il faut faire une étude de marché. Il ne faut pas aussi se lancer à l'aventure. Donc, si je me lance à l'aventure et je viens trouver le banquier, s'il juge que je suis une aventurière, il ne me financera pas. Donc, je pense que le financement, les moyens sont là, mais nous avons besoin des entrepreneurs aujourd'hui. Et je ne veux pas toujours globaliser l'Afrique parce qu'on dit l'Afrique. On n'a pas les mêmes problèmes partout. Je sors du Nigeria, de Lagos. Les petites croquettes qu'on vend en route avec les mouches et tout ici au Cameroun, là-bas, c'est déjà labellisé. C'est déjà dans un emballage conditionné avec, ils appellent la balle NAFDAC. Mais si je suis arrivée en mission avec des opérateurs économiques, mais la dame voulait vendre son gari de manioc. Mais elle a vu le gari de manioc qui se faisait au Nigeria. Tout est normé. Et ce ne sont pas les étrangers. Ce sont les producteurs locaux, ce sont les coopératives qu'ils ont accompagnées, les PME comme M. Niamène qu'ils ont accompagnées. Et attention, la norme ne coûte pas 1,5 million comme chez nous pour les locaux. Elle est beaucoup moins chère. Elle est à un niveau très abordable. Voilà, et c'est ce que je voulais dire en termes de, quand on a soulevé au niveau de la NAFDAC, il est important de comprendre que tout pays, donc on doit fabriquer, on fabrique les champions. Pour que ça marche, on doit mettre une politique qui met le compatriote devant. Je vais vous donner quelques statistiques au niveau du Nigeria. D'abord, qu'ils ont arrêté l'importation du riz et ils ont pratiquement eu un gain de près d'1 milliard de francs. C'est juste parce qu'ils ont arrêté l'importation. Oui, de dollars, oui, du riz. Mais il y a aussi quelque chose. Même dans la fabrication des voitures, ils montent leurs propres voitures et l'État devient le premier client. Est-ce que vous savez que le programme alimentaire mondial, l'UNICEF au pays par rapport au Cameroun, prend des produits de l'extérieur pour venir partager aux réfugiés dans notre pays. Alors comment est-ce qu'on peut développer nos structures locales? On doit tenir compte de l'identité culinaire, on doit tenir compte de nos priorités, mais on doit pouvoir, quand on parle du petit producteur, le petit producteur, elle a parlé un peu, elle a sorti un petit compte d'exploitation sous les yeux, mais je vous assure, vous n'allez pas retrouver tout le monde capable d'investir 30-40 millions pour pouvoir commencer. Donc on doit l'accompagner pour qu'elle puisse envahir les marchés, le marché local, et ça avec des normes qui permettent à quelqu'un de pouvoir tenir. Bien évidemment, je pourrais souligner ici que même avec notre marque, nous sommes déjà en pourparlers, où la NOR est en train de discuter avec le ministère des PME pour avoir un prix accessible.
on a l'impression que le combat se joue ailleurs, mais moi je pense que c'est d'abord favoriser, voir ce qu'on doit faire sur le plan local afin d'envahir ce marché qui est étouffé par les autres. Merci Dr Niamène, merci Madame Ban, merci Dr Bobda, merci Monsieur Bessong d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin cette édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute autre édition de Le Plus du MAG. D'ici là, portez-vous bien.